images. Et donc, on va accueillir les intervenants et intervenants, enfin les intervenantes et intervenants pour la table ronde. Si vous voulez bien venir vous installer. Donc, une table ronde riche d'expériences avec des intervenants qui vont vous présenter toute une pluralité de prises en charge psychocorporelles. Et donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter. On a un timing hyper serré. Je vais tenir le timing, je vais essayer. Mais voilà, je vous propose à chacun et à chacune et chacun, hop, on a 2 micros, ça sera encore plus simple, de vous présenter. Hop, si tu veux commencer, Amélie. Bonjour, rebonjour. Je vais aller très très vite, je me suis présentée tout à l'heure. Donc, je suis Amélie Pouzou, je suis ostéopathe depuis 16 ans et je travaille à la Maison Della depuis l'ouverture. Et j'ai beaucoup de chance de travailler dans cette structure et de travailler sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Bonjour à tous et à toutes, je suis Isabelle Canor, art thérapeute et j'interviens à la Maison Della depuis sa création, depuis 2019 je crois, et j'interviens donc auprès des femmes bénéficiaires tant sur le plan individuel qu'en collectif en mode de projet. Bonjour, moi je suis Maïté Comon, je suis psychiatre et j'interviens au Centre régional psychotraumatisme côté adulte. Moi, je suis Denis Grabeau. Aujourd'hui, il y a 2 facettes qui sont utiles à cette table ronde. La première, je suis psychologue à la cellule d'urgence médico-psychologique et j'assure une consultation psychotrauma pour les états de stress aigus, donc avec un délai de 72 heures à peu près par rapport au trauma, où j'utilise l'EMDR direct. Et ça, c'est la première facette sur les aspects corporels de l'EMDR. Et la deuxième facette, je suis directeur de l'école de psychomotricité. Donc, à ce titre, je me penche sur comment former les futurs thérapeutes corporels. Merci à vous d'être présent et d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, j'ai préparé quelques petites questions, et notamment la première. Pourquoi cette pratique-là, la pratique que vous utilisez spécifiquement dans la prise en charge des femmes victimes de violences? Quelle pertinence? Je commence. Pourquoi cette prise en charge elle est pertinente? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, moi quand j'ai commencé ma carrière, je me suis retrouvée, alors je travaillais en périnatalité, et avec une spécialisation de gynéco, je travaillais avec une sage-femme ostéo, et je recevais beaucoup de femmes avec des douleurs inexpliquées, qui avaient vécu beaucoup d'examens intrusifs, des biopsies, et qui finalement me disaient il n'y a rien. Et quand on questionnait, quand on cherchait, on se rendait compte qu'il y avait derrière souvent une histoire de psychotrauma. Donc je me suis rendu compte que même si je redoublais d'efforts et j'essayais de bien travailler, de redonner de la mobilité aux structures, mais finalement si on ne traitait pas aussi en parallèle le psychotrauma, ça ne servait à rien. Donc clairement, j'étais complètement inefficace. Donc j'ai décidé de me spécialiser sur le sujet. On a décidé de m'intégrer au projet de la Maison Della. Et donc moi j'interviens quand les mots ne sont pas encore possibles, quand on ne peut pas encore exprimer le trauma, quand il y a beaucoup de dissociation, quand il y a des grosses ruptures avec les affects, et qu'à ce moment-là, la porte d'entrée la plus pertinente et la moins perturbante pour les patientes, ça va être le corps. Alors, pourquoi l'art-thérapie? Peut-être que c'est bien de définir un petit peu l'art-thérapie, qui est une pratique d'accompagnement thérapeutique, et là j'insiste sur le mot thérapeutique, et qui vise donc à utiliser la pratique artistique, mais aussi la contemplation artistique, en vue d'améliorer ou de baisser certains symptômes, ou d'améliorer, je dirais de façon générale, sur la qualité de vie. Donc moi, quand je suis arrivée à la Maison Della, effectivement, le projet était créé. Et comme dit Amélie, effectivement, on a l'habitude, en tout cas ici, de passer souvent par des psychothérapies plutôt classiques, qui passent par le langage verbal. Et l'art-thérapie permet justement de sortir un petit peu de cette dimension du verbe,
Là où la parole est empêchée, comme tu l'as dit Amélie, parce que c'est pas possible de parler à ce moment-là, parce qu'il est trop tôt, mais aussi parce que c'est pas possible pour des questions de langue. À la Maison des Lacs, on reçoit beaucoup de femmes qui ne sont pas d'origine française et qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas se faire comprendre. Donc l'art permet en tout cas de pallier ces difficultés et de répondre à des souffrances, de répondre à des questions simplement par le geste, coller, modeler, danser, ce sont des gestes. Ça permet aussi d'avoir accès aux sens, de stimuler les sens. Et là, on va rejoindre la pratique artistique, l'art de façon générale, dont le pouvoir est de stimuler les sens, tous les sens, tels qu'ils soient. Et par la pratique artistique, oui, c'est possible de les stimuler. Et l'art permet aussi d'entraîner le corps. L'art, quel que soit l'art, qu'on soit dans l'écriture ou qu'on soit dans la danse, l'art a cet effet d'engager le corps, que ce soit la main, que ce soit les pieds, que ce soit le corps tout entier. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Donc l'art-thérapie s'inscrit dans tout ce dont on a parlé là depuis tout à l'heure, sur la mise en mouvement des sens, sur la mise en mouvement du corps moteur. Alors Maïté, comment vous travaillez justement au centre ressources du psychotrauma, voilà. Alors, cette question-là. Moi, je vais avoir le rôle un peu chiant de la psychiatre avec mon langage médical et du coup, je m'en excuse. Je vais essayer de... Mais je trouve cette question très intéressante et je vous remercie de votre invitation. On travaille avec une ostéopathe aussi, au CRP, et on pense que cette dimension d'expression symptomatique corporelle, elle est pleinement apparentée, même dans le cadre du diagnostic du TSPT. Alors, je remercie Paloma, et on en a parlé tout à l'heure, parce que je trouve qu'elle a dit un truc qui est passionnant et très intéressant, c'est que quand on fait face à un événement traumatique, on ne déclenche pas forcément un trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas automatique. Et on peut, à mon avis, il y a le trouble de stress post-traumatique suite à un événement traumatique, mais pas que. Et en fait, il y a plein d'autres pathologies, alors qui sont dans des cadres nosographiques que moi j'identifierais différemment, mais peu importe en fait, on parle tous de la même chose. Et cette souffrance-là, elle n'est pas négligée. Et quand on dit vous n'avez pas de trouble de stress post-traumatique, ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. Ça veut dire peut-être que vous souffrez d'autres choses. Mais je trouvais ça passionnant et je trouve que ce propos-là, il doit être véhiculé. Moi, je pense que cette pratique d'approche corporelle, elle doit être, en tout cas au CRP, on l'utilise en tant que thérapie associée à des thérapies de prise en charge thérapeutique au sens conventionnel, EMDR, TCC, mais on l'utilise aussi dans la phase de stabilisation. Parce qu'en effet, la phase de stabilisation qui est démontrée là par Paloma, elle n'est pas, c'est pas les résultats des études, en tout cas, et des recommandations de bonne pratique, ne font pas consensus sur l'utilisation de cette pratique. En tout cas, moi, de manière empirique, j'en suis convaincue. Donc, je pense que c'est un prérequis nécessaire parce qu'il y a cette fenêtre de tolérance émotionnelle qui est nécessaire de sécuriser et qui est personnelle à chaque patient. Et mettre un patient trop tôt dans la thérapie, dans le MDR, parfois, c'est risquer un échec thérapeutique pour le patient. Donc, à nouveau, une expérience douloureuse, un échec thérapeutique pour le thérapeute, c'est jamais agréable, et du coup, une alliance qui peut être mise à mal. Donc, moi, je pense que cette approche thérapeutique, j'irai plus loin, il va à la fois dans la phase de stabilisation émotionnelle, à la fois dans la phase de soins et à la fois dans la phase de reconstruction. À tous les moments, il peut y avoir une approche du corps qui peut être nécessaire, soit pour faire une phase de stabilisation de fenêtre émotionnelle qui permettra le soin, soit garder le contrôle de soi, pouvoir appréhender des sensations et des émotions positives sur un siège qui n'est pas forcément là où le corps a souffert, et dans la phase de reconstruction pour aussi permettre d'avoir une sécurisation, une meilleure estime de soi et de pouvoir aller vers les autres par la suite.
J'ai été un peu longue, excusez-moi. Non, très bien. Et vous, Monsieur Grabeau, alors? Alors, si vous m'autorisez une métaphore, en reprenant le modèle freudien de l'effraction. L'effraction, maintenant, c'est utilisé à tout va. Donc, comparons le sujet à un château fort. Le sujet, c'est le château fort, avec la vie à l'intérieur, et puis les remparts qui constituent l'enveloppe. Et donc, il y a une effraction, l'ennemi écroule le rempart et rentre à l'intérieur. Donc, le modèle du trauma, c'est ça. Il y a 2 actions à mener. Déjà, il faut que l'agresseur il sorte de l'intérieur du sujet, c'est une première phase. Bon, ça peut se traiter, je dirais, psychologiquement. Mais il faut reconstruire le mur. Et là, il faut mettre les mains dans le caillou. C'est-à-dire qu'il faut attraper les pierres, les remettre les unes au-dessus des autres. Donc, je crois que la justification théorique des thérapies corporelles dans le trauma, c'est ça, c'est l'aider par le toucher, par le mouvement, par le tonus, à reconstruire ses défenses pour retrouver un intérieur sécurisé par un système autour. Ça, c'est pour justifier la psychomotricité. Et pour justifier le MDR, là, il n'y a pas besoin de justification, puisque c'est la pratique recommandée. Mais dans le MDR, on peut faire plus ou moins de corporel. Par exemple, on peut faire du tapping, on peut toucher les mains, on peut mettre plus l'accent sur les aspects, les sensations corporelles. Et donc ça, c'est en fonction de la personne. Chaque personne a une culture propre, une culture corporelle sur le toucher, sur le vécu corporel. Et c'est en fonction de ça qu'on va plutôt orienter le MDR vers ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, comme le disait Maïté, c'est vraiment pertinent et intéressant. À la Maison Della aussi, on travaille cette approche psychocorporelle à toutes les étapes, et notamment à l'étape de consolidation aussi, par le fait qu'on développe de plus en plus des groupes de travail où on propose des mises en scène, des jeux de rôle. Vous avez vu qu'on aimait bien ça à la Maison Della, mais c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des moyens et comment mesurez-vous l'impact des approches corporelles dans vos structures ? Vas-y. Si vous n'avez pas une paloma dans la structure pour mesurer avec des statisticiens, comment vous faites ? Comment on fait ? Mais moi, je pense que déjà, si on se pose la question d'évaluer ce qu'on fait, c'est qu'on est dans la bonne direction. Parce que... alors, j'aime bien cette phrase-là des associations féministes qui disent que pour compter, il faut compter. Et qu'en fait, pour compter, avoir du poids et de la reconnaissance, donc des financements et finalement de l'intérêt, il faut pouvoir démontrer l'efficacité et l'intérêt des choses. Et je pense que quand on se pose la question de sa propre pratique et de l'intérêt qu'il peut y avoir à la mettre en œuvre, l'évaluer, c'est déjà faire un pas vers quelque chose qui permettra la reconnaissance de cette bonne pratique. Ça peut passer par questionner l'acceptabilité de sa méthode, l'intérêt, l'efficacité évidemment. Après, bon, voilà, ça c'est mon côté scientifique un peu rigide, mais il y a des échelles qui permettent d'évaluer l'efficacité, la tolérance, la qualité de vie, et finalement, s'outiller et se permettre d'évaluer ses pratiques, ça permet de la légitimer, de la rendre acceptable et peut-être de la diffuser au mieux. Voilà mon... Très bien, merci beaucoup. Alors, en art-thérapie, donc moi, je vais être plutôt sur, effectivement, ce que je vais évaluer, ce qui est important. La particularité de l'art-thérapie, c'est qu'on travaille sur les notions de beau, de beauté, donc ce qui plaît à la personne, qui est actrice de ce qu'elle va créer, et puis aussi la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'elle prenne, en tout cas, qu'elle ait des bons ressentis lorsqu'elle est en création, avec pour objectif que ces notions de ressenti de plaisir et de beauté puissent rayonner à l'extérieur du cabinet, à l'extérieur de la salle d'activité. Donc en fait, ce qu'on va évaluer nous en art-thérapie, c'est trois notions. Celle du beau, donc c'est ce que je viens de décrire, ce qui plaît
à la patiente, ce qu'elle fait, ce qu'elle vient de créer, est-ce que ça lui plaît, est-ce que ça lui procure des sensations gratifiantes. On va aussi évaluer la notion de bon. Est-ce que ce qu'elle fait lui procure du plaisir? Et puis la notion du bien, c'est-à-dire est-ce qu'elle se sent en mesure en capacité de faire, est-ce qu'elle pense qu'elle a réussi ce qu'elle est en train de faire. Donc nous, c'est un petit peu ces trois notions qu'on va évaluer principalement, et puis bien sûr les verbatims des patientes, c'est-à-dire ce qu'elles en pensent. La particularité de l'art-thérapie, c'est que les personnes ne sont plus en position de soumission, elles ont un corps qui pense, un corps qui ressent, un corps qui agit et un corps qui transforme. Donc la moindre des choses, c'est aussi de leur donner la parole à la fin et de leur demander qu'est-ce que vous avez ressenti. Avec ces trois notions, est-ce que c'était beau, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était bon, avec des évaluations qui vont de 1 à 5, en tout cas en ce qui me concerne. Donc tout ça pour vous dire que j'ai insisté sur le mot thérapeutique parce que c'est vraiment une discipline paramédicale qui est très très précise, qui doit être évaluée effectivement. On n'est pas là pour faire créer des dessins, pour faire danser, pour faire écrire. Moi, ce que j'utilise dans ma pratique, c'est notamment l'écriture, la danse et puis tous les arts visuels et graphiques. On n'est pas là simplement pour dire « Oh là là, c'était super, c'était super ». On est là vraiment pour se dire que ça avance. Et c'est dans ce sens que l'art-thérapie, l'art est utilisé comme un processeur du soin. Et ça, c'est important. C'est pas un outil, c'est une méthode qui permet de faire avancer le soin. Donc, il va se mettre aussi au service des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres, qui va se mettre au service du soin, de façon générale, dans la prise en charge globale des femmes dans cette période-là. Oui, je vais tordre un peu la question, mais à l'école de psychomotricité, on se pose la question on essaie de former des thérapeutes corporels. Donc, il y a de l'enseignement théorique, il y a des stages, mais il y a des cours pratiques. Voilà, il y a des cours où on essaie de faire avancer les étudiantes, parce que c'est à peu près le même sexe ratio qu'aujourd'hui, sur la qualité de leur toucher, sur le mouvement, sur la gestion de leur tonus. Et on se pose la question de l'évaluation, ces cours pratiques, comment on peut arriver à noter la qualité du toucher de quelqu'un, mais bon, on peut y arriver. On peut y arriver. Par exemple, on a un atelier boxe, non pas pour leur apprendre à se défendre, mais pour envoyer un toucher avec les gants de boxe, avec une intention, par exemple, je veux faire un toucher amical, je veux faire un toucher agressif, je veux faire un toucher bienveillant. Voilà. Donc on peut essayer de voir, par exemple, s'ils atteignent ces objectifs. Pareil pour la relaxation, etc. Donc on se pose la question et on évite aussi de passer par une évaluation écrite, puisque c'est tout à fait une autre compétence. On essaie vraiment de rester au plus près de la pratique que l'on veut enseigner. Merci. Pour ce qui est de la mesure de l'impact de cette prise en charge, je crois que j'aurais été très très embêtée, moi, il y a 2-3 ans, de vous dire est-ce que je suis efficace ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à me spécialiser, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient efficaces et des choses qui n'étaient pas du tout. Et on a du coup, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup formée et j'ai surtout la chance de travailler à la Maison d'Ella et d'avoir Paloma Hernandez qui du coup a pu mesurer cet impact-là. Donc moi, je suis forte de cette étude-là et c'est très très chouette. L'impact, on va le voir surtout de manière très empirique et très clinique. En vérité, une patiente qui arrive à dormir alors qu'elle ne dormait plus, une patiente qui sursaute plus quand son voisin qui est à 5 niveaux au-dessus d'elle rentre chez lui, qui donc n'est plus en hypervigilance, ou qui arrive à élever ses enfants sans hurler aussi, qui ne se dérégule pas tout le temps. Déjà, on sait que nous, c'est plein de petites victoires qui nous montrent qu'on arrive à améliorer la qualité de vie des patientes.
Et surtout, c'est des choses aussi qu'on mesure avec elles. Souvent, c'est important de faire des points sur la progression de leurs symptômes ensemble, parce que cette prise en charge, elle est construite avec les patientes. Et sans ça, je pense qu'on ferait du moins bon travail. Merci. Alors, on utilise aussi des échelles à la Maison d'Ella pour mesurer justement l'échelle de qualité de vie. Et on a utilisé l'échelle de Paloma justement pour l'étude qui a pu donner donc les résultats, début de résultats auxquels vous avez pu assister. Oui, un petit ajout pour les personnes qui ne le sauraient pas, mais dans les programmes EMDR, il y a des échelles intégrées en début de séance, en fin de séance. C'est une méthodologie intégrée à l'EMDR. Aussi, oui. Alors, dernière question, je vais mixer les deux pour rattraper un petit peu le temps et puis laisser la place surtout aux échanges et aux questions que pourra avoir le public. Quelles sont, selon vous, les conditions nécessaires pour que ça se passe bien, cette prise en charge psychocorporelle? Parce que vraiment, on travaille sur les deux fronts en même temps, ou alors on alterne. Comment vous faites dans vos services respectifs et comment se fait l'articulation avec les équipes? Alors pour moi, ce qui va être très très important quand on travaille en corporel, ça va être ce qu'on a évoqué déjà ce matin, c'est la sécurité. Effectivement, ça va être d'évaluer est-ce que la patiente, elle vit toujours des violences. Pardon, je suis désolée, je ne suis pas habituée à parler dans un micro, manifestement. Est-ce que la patiente, elle vit toujours des violences? Est-ce qu'elle sait où dormir? Est-ce qu'elle sait comment vivre? Parce que c'est impossible de donner de la sécurité dans le corps s'il n'y a pas de sécurité à l'extérieur. Et je dirais même presque que c'est injuste de faire ça, de dire aux gens, regardez, tout va bien à l'intérieur, mais en fait, dehors, c'est horrible. Donc c'est ça, c'est la sécurité. Donc c'est s'assurer que les patientes puissent recevoir ce type de prise en charge. En deuxième, je dirais peut-être, non sûrement, le consentement et le consentement et le respect de la patiente. Dès qu'on va travailler sur le corps, ça va être important que la patiente aussi elle soit partie prenante dans cette prise en charge. Par exemple, ce sont des prises en charge qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, co-construites, où on va expliquer, où on va s'adapter, et on va faire en sorte que la patiente elle soit vraiment actrice de sa prise en charge et qu'elle puisse ressentir et nous faire part de ce qu'elle ressent. Donc l'alliance thérapeutique est essentielle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que la patiente qui peut nous dire si elle a mal, si elle est encore stressée, si elle a des douleurs et comment ça se passe à l'extérieur de la consultation. En consultation, et Paloma le disait, parfois des patients vont nous dire « Ah non, mais moi ça va très très bien, puis on va voir, ils sont comme ça ». Donc on voit bien que ça va pas bien, donc c'est à nous aussi de leur montrer que peut-être il y a une dissociation entre ce qu'ils disent et ce que le corps montre. Mais il faut le faire toujours avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. Et évidemment, on ne touche pas les gens sans leur consentement, c'est la moindre des choses. En dernier, je dirais oui, la progressivité aussi, parce que c'est important d'aller vraiment doucement. On disait ce matin, par exemple, la cohérence cardiaque, ça marche très bien. Il faut bien avoir conscience qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'écouter respirer, c'est insupportable pour eux. Donc parfois, il va falloir bricoler des choses, travailler encore plus en amont sur les sensations, pour travailler même des fois juste sur l'idée de s'écouter respirer. Donc on se dit, parce que évidemment, parfois la cohérence cardiaque tout seul et juste l'écoute du corps, c'est insupportable. Ça peut pas tout résoudre, hein, sinon on ferait respirer tout le monde et le monde serait meilleur. Mais non. Donc voilà, c'est surtout la progressivité, et c'est pour ça que ce sont des prises en charge qui sont quand même relativement longues. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont coûteuses, voilà, et qu'on a besoin de plein de sous. Merci. Merci. Moi, dans ma pratique, ce qui me paraît très important, c'est de déconstruire un petit peu ce qu'est l'art-thérapie, donc d'expliquer en premier lieu à la patiente ce qu'on va faire ensemble, d'essayer d'évaluer un petit peu la durée. Et ça, c'est important parce que moi, c'est vrai que je travaille à partir de l'art et que les personnes ont souvent tendance à penser que à sacraliser un petit peu l'art, c'est-à-dire oh là là, mais moi
je ne sais pas dessiner, moi je ne sais pas danser, moi je ne sais pas écrire. C'est souvent ce que j'entends. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de déconstruire un petit peu ça et de dire à la patiente ce qu'on va faire ensemble. Et ce qu'on va faire, ça va être très simple. Ça peut être des traits, ça peut être un pas, ça peut être un son, ça peut être juste ça. Donc c'est un petit peu de démystifier aussi ce qu'est l'art, parce que c'est quand même très très particulier de travailler avec cette matière-là. Ensuite, moi, en ce qui me concerne, c'est d'évaluer les besoins. Quels sont les besoins de la personne que j'ai en face de moi? C'est pas parce qu'elle est à la maison d'Ella qu'elle a forcément besoin d'un accompagnement qui sera le même que celui que j'ai fait auparavant, qui sera le même que pour toutes les patientes. Donc c'est très très important d'aller questionner un petit peu quels sont les besoins, sans entrer forcément dans l'anamnèse de la personne, sans réactiver quoi que ce soit, sans remettre l'histoire sur le chevalet, comme je dis, c'est pas nécessaire. Donc parfois les besoins, j'ai pas besoin qu'ils soient exprimés, je peux juste les observer. Je peux observer une patiente qui va être très très mal à l'aise, donc on va peut-être travailler davantage sur la relation. Une personne qui a beaucoup de mal à dire ce qu'elle ressent en termes émotionnels, du coup je vais travailler plutôt sur l'expression. Et moi ça me permet en tout cas de fixer les sites d'action, c'est-à-dire entre guillemets ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas, et puis les cibles thérapeutiques, c'est-à-dire les aspects sur lesquels moi je vais pouvoir intervenir en tant qu'art thérapeute avec la pratique artistique. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je vais pouvoir proposer un protocole. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est une pratique thérapeutique et pas que artistique, parce qu'on travaille avec des objectifs thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment important. Donc je vais fixer des objectifs en accord, en consentement avec la patiente. Et cet objectif, dans le cadre de cet objectif ou de ces objectifs, on va fixer également les modalités de l'intervention. Les modalités, c'est combien de temps dure la séance, mais c'est aussi ce qu'on va utiliser. C'est pas parce que moi j'aime écrire que je vais utiliser l'écriture systématiquement. Il faut que la pratique artistique proposée puisse avoir un intérêt pour la patiente. Alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est pas le lieu ni le temps, mais chaque pratique artistique a sa spécificité et je vais l'orienter, en tout cas je vais adapter moi l'art, quelles que soient les modalités, aux besoins et au désir ou à la demande de la patiente. Donc voilà un petit peu moi la façon que j'ai de procéder avec les patientes. Merci. Moi je vais rejoindre Isabelle sur la nécessité de définir des objectifs et de savoir pourquoi on fait ça en tant que thérapeute. Et je pense que ça c'est un prérequis qui me semble complètement nécessaire à la bonne mise en place d'un soin qui soit efficient. Je pense aussi que les conditions nécessaires, c'était ça votre question, conditions nécessaires à la prise en charge. Pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, eh ben, ça dépend de à quel moment on est. Si en fait on rencontre la personne et qu'on est dans la phase de stabilisation, c'est sans doute pas les mêmes conditions et donc sans doute qu'il faut s'assurer de la compétence du thérapeute, je pense en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être formé. Parce que prendre en charge une dépression, c'est pas prendre en charge un psychotraumatisme, c'est pas la même chose. Donc je pense que les professionnels qui accompagnent les victimes de violences, ils doivent s'assurer une formation qui soit solide. Parce que, même pour eux, parce que recevoir le récit traumatique et le matériel traumatique toute la journée de gens qui ont vécu l'horreur, en fait, bah, c'est difficile. Donc il faut pouvoir aussi soi-même être capable de recevoir tout ça pour pouvoir accompagner les autres. Moi, j'avais un patient, ça m'a fait rire et en même temps, je trouvais ça tellement horrible. Il était militaire et donc, vous imaginez bien qu'il a vécu des choses sur des terrains de guerre dramatiques. Et j'étais avec mon collègue psycho, on faisait une consultation en duo. Et à la fin, il nous dit je suis content d'être là parce qu'en fait, il n'y a qu'ici où à la fin, je ne suis pas obligée de rassurer le psychiatre. Au début, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, c'est tellement vrai. C'est parce que c'est tellement horrible ce qu'on a vécu qu'on n'est peut-être pas tous en capacité de recevoir les choses. Donc je pense que pour les conditions nécessaires, il faut que le thérapeute il aille bien, qu'il soit formé, qu'il soit capable de s'écouter sur son propre ressenti et sur ce que ça me renvoie à moi, ce que la personne ce dont elle va me témoigner. Et puis sur ce que je peux lui proposer.
Je pense qu'il faut que je sois claire avec moi-même là-dessus. Et après, dans la formation, pourquoi ? Parce que je pense que dans la mémoire intrusive, moi je crois qu'il n'y a pas que les flashs et les cauchemars. Je pense qu'il y a toutes les modalités sensorielles, dont les modalités qu'on appelle synesthésiques, c'est-à-dire le toucher, la peau. Et que du coup, il faut avoir été capable, pour le thérapeute, d'identifier tout ça. Parce que si je ne veux pas mettre mon patient en danger, il ne faut pas que je le réactive au moment où ce n'est pas opportun. Et donc, du coup, il faut que je sache que si j'ai vécu une agression et que, par exemple, ou une strangulation, voilà, on va rester light, non. Mais, vous voyez, enfin... On a un seuil vraiment... une distorsion. Ce que je dis est complètement... fou, pardon. Mais par exemple, quelqu'un qui a vécu une strangulation, si on ne prend pas en compte que se mettre derrière elle, toucher le cou et que ça peut la réactiver et la mettre en difficulté, dans la prise en charge psychocorporelle, on va lui faire peut-être réactiver le traumatisme sans aucune mesure de sécurité et la mettre en difficulté. Donc je pense que ça, c'est des prérequis qui me semblent nécessaires. Et pour l'articulation et l'organisation des soins en collaboration, je pense que c'est primordial. Parce que quand on est dans la phase de soins, il faut que le psychiatre, qui n'est pas qu'un dealer, on n'est pas là que pour filer des cachets, mais quand même, des fois c'est nécessaire, il soit très au courant de ce qui est travaillé au niveau psychocorporel, pour que ce soit quelque chose qui soit efficace. Parce que si chacun bosse dans son coin, ça ne marche pas. Et je sais qu'au CRP de Lille, ils ont la chance d'avoir un psychomote, une psychomote, qui est venue nous voir côté enfant, en fait, pour témoigner de sa pratique, et qui mettent des protocoles en place d'une qualité incroyable, avec, en fait, la prise en charge psychomotricité qui a pour objectif, dans la thérapie d'exposition, de faire revivre ces points d'exposition et de réviviscence corporelle pour traiter notre psychotraumatisme. Donc moi, je suis convaincue, je pense que c'est nécessaire, j'espère qu'on pourra le mettre en place à un moment donné, mais je pense qu'il faut être prudent. Donc, j'accueille des personnes en état de stress aigu, y compris des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc, bon, je vais les chercher. Déjà, elles savent que ça va être un homme, mais elles le voient. Je marche un moment avec elles. À partir de là, j'essaie de construire un cadre contenant. Je suis dans un environnement où je dois biper avec la carte pour rentrer. Donc ça aussi, ça sécurise le contenant. Ensuite, je précise qu'elles ne perdent aucune de leurs libertés de citoyenne, c'est-à-dire de refuser, d'arrêter, de sortir. Je précise où sont les toilettes, je dis que je peux aller chercher un verre d'eau. Donc, la première consultation, on ne parle pas de ce qui est arrivé, c'est uniquement de la stabilisation et de la prise de conscience du cadre et du thérapeute. Ensuite, sur la position est très, très proche, c'est encore plus proche que ça, en face à face, enfin en décalé. Donc je mets ma main devant leurs yeux, donc j'ai bien conscience que si elles ont été frappées, ça peut être ça. Donc je blague, je dis, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous frapper, et si vous voulez me frapper, mais tapez pas trop fort, on fait une petite blague. Et après, si je vois que les personnes ont tendance à fermer les yeux pour faire venir la représentation mentale, ça veut dire qu'elles seront plus sensibles au tapping. Donc là, à ce moment-là, je demande explicitement le consentement pour faire du tapping sur les mains. Donc elles ont les mains comme ça, là, et je tape dessus, là, je tapote. Donc là, je demande explicitement le consentement. Là, je vous conseille le petit papier de Laura da Silva qui a expliqué ça, le recueil du consentement par rapport au toucher, même en situation d'urgence, où on a tendance à poser la main sur l'épaule comme ça, mais même dans ces cas-là, il faut recueillir le consentement. Et puis, voilà, j'essaie de les libérer d'une parole possible par rapport à comment ça se passe. Voilà. Merci. L'articulation avec les équipes, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé à la Maison d'Ella. On a de la chance, oui et non, mais d'être une petite équipe. Donc comme on est une petite équipe, on a une interconnaissance
Et on s'est donné les moyens au début, grâce aux administrateurs qui nous ont donné un petit peu carte blanche, on s'est donné les moyens de faire connaissance. Et faire connaissance, c'était toutes expérimenter les pratiques de chacune. Et c'est resté quelque chose de vraiment important pour nous. Donc souvent, vous nous verrez avec des petits clous de Marielle. Je ne sais plus où elle est, Marielle, elle est partie. Elle nous fait des petits trous aux oreilles pour nous réguler au niveau voilà, du sommeil ou quand on est un petit peu stressé. Amélie nous a toutes manipulées, sans mauvais jeu de mots. Voilà, on essaye tout. Et en plus, comme on travaille de plus en plus avec des projets de groupe, on a décidé de mettre le paquet et de co-animer. Donc on co-anime thérapeutes, praticiens d'approche psychocorporelle, et on travaille ensemble et on fait de plus en plus, on partage nos méthodes de travail et c'est vraiment super riche. Mais je vous remercie beaucoup. Et... Si tu permets, je rajoute quelque chose, Muriel. C'est vrai, merci, Dr Comond, d'avoir évoqué la prudence et la précaution qu'il faut prendre quand on travaille, notamment l'approche corporelle. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce qui est important aussi en équipe, effectivement, comme tu disais, Marie, c'est d'avoir la même grille de lecture sur ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est une grande force à la Maison des Las. C'est aussi toutes les petites formations qu'on se donne mutuellement. C'est-à-dire qu'on va co-animer aussi des formations, on va co-animer des ateliers thérapeutiques, mais on va aussi se former entre nous. On prend vraiment un grand temps pour expliquer ce qu'on fait, répondre aux questions, et finalement, on se rend compte globalement qu'on a plutôt les mêmes objectifs, avec des méthodes qui changent un peu, mais que finalement le fond est toujours le même. Et ça nous permet vraiment de toutes nous caler ensemble, parce que je pense vraiment que la grande force de la Maison des Las, c'est le lien, la sécurité, la communication qu'on a avec les patientes, mais qu'on a aussi entre nous. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on fonctionne très très bien. Et les patientes nous le disent, donc c'est une preuve de plus. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au temps de questions. Hop, je vais... Pardon. Donc, rebonjour. Donc, dans le cadre d'une prise en charge comme ça, pluridisciplinaire, sur des sujets assez lourds pour les patientes, notamment pour les traumatismes complexes, est-ce qu'au niveau secret médical partagé, comment vous gérez ça avec les patientes si, par exemple, elles confient quelque chose à l'une de vous? Comment vous gérez ça après? Est-ce qu'elles sont au courant forcément que vous allez en parler en équipe derrière? Est-ce qu'elle ne sera pas offusquée ou, c'était plutôt par rapport au secret médical. Alors, pour les patientes, c'est très très clair, et peut-être que Muriel pourra compléter ma réponse aussi. C'est très clair qu'on travaille en équipe et qu'on communique ensemble. Il est très important, quand les patientes nous confient quelque chose de leur vécu ou de ce qu'est présent ou ancien, on leur dit toujours qu'on va communiquer ensemble, et notamment pour tout ce qui est aussi question de sécurité. Quand elles nous disent finalement je me suis mise en danger, finalement j'ai dit ça, mais en fait j'ai revu mon ex-conjoint, il est revenu à la maison, on en parle toutes, c'est une question de sécurité pour elles, pour nous, mais c'est surtout hyper important de leur montrer que nous, en tant que structure, en tant qu'équipe, en fait on est, je sais pas comment dire, presque des bons parents, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que nous aussi on est assez sécurisants et qu'on a un bon fonctionnement, et qu'on est là pour dire non, tout ensemble on n'est pas OK avec ça, on pense que vous vous mettez en danger, et on s'accorde. Et c'est cet accordage d'équipe qui fait aussi que la prise en charge elle est complète. C'est hyper important, parce qu'on a des patientes qui sont en insécurité, très souvent, et qui vont venir tester le lien. Et tester le lien, souvent aussi, c'est se mettre entre les praticiens. Et voilà, parfois on fait le mauvais objet, parfois. Mais comme nous, l'équipe, on communique énormément, il n'y a pas de souci, on travaille avec. Donc au départ, à l'accueil, la patiente sait qu'on recueille les informations, qu'on a un logiciel partagé en interne et fermé en interne. Donc elles savent que leur accueil sera parlé en réunion d'équipe, et qu'après, de réunion d'accueil, et après chaque semaine on a une réunion où on peut étudier des situations, des cas, et elles savent que ce sera partagé. Si jamais il y avait un besoin, on pourrait le discuter au cas par cas, bien sûr, mais elles savent qu'on discute entre nous, et souvent ça les rassure. C'est le cadre, en fait, qui est posé. Des questions par...
Non, les questions qui arrivent à distance, c'est beaucoup. Alors, je salue très fortement la Charente, qui est a priori bien représentée, et c'est surtout beaucoup des questions pour savoir sur leur territoire où s'adresser pour avoir ce genre de prise en charge globale. Et donc, ça vient de différents départements. Qui veulent avoir donc du coup pour savoir où est-ce qu'elles peuvent trouver des praticiens, des praticiennes et des structures similaires. Une autre question cependant, quelle formation existe aujourd'hui pour accompagner les femmes victimes de violences? Et ça, c'est une présidente d'association qui demande pour professionnaliser des postures des personnes qui ne savent pas où se former. Compliqué de répondre là dans l'instant hein, sur les formations, mais je pense qu'en s'adressant après sur notre boîte mail, en fait, hein, on pourra répondre en prenant le temps de chercher et d'avoir une réponse cohérente. Et après, c'est vrai qu'au Cassis, il y a des formations, et évidemment, dans l'association, l'idée, c'est de tout ce qui pouvait nous être déposé aussi, toute cette expérience qui est accumulée au fil des années, qu'on puisse aussi en faire quelque chose. Alors, c'est beaucoup à destination des professionnels, mais comment on prend de la hauteur, on travaille les approches théoriques et on partage cette expérience avec d'autres professionnels. Donc c'est le cas aussi de Cassis. Je regarde Maïté Comment pour le CRP aussi, que ce soit CRP Nord-Aquitaine au niveau de Poitiers ou que ce soit Sud-Aquitaine. Il y a énormément aussi de formations qui sont proposées, pas toutes sur les femmes victimes de violences, mais beaucoup. Et donc en plus au CRP, les formations sont gratuites et accessibles. Et très souvent aussi, vous avez ce souci de couvrir l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder du côté des CRP. D'autres questions? Alors, on va peut-être juste celle-ci d'abord. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand vous posez votre question aussi, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oh, pardon. Je ne suis pas habituée non plus à parler dans un micro. Je suis Garance Châtelet, je suis psychologue à l'UAPED et l'UMJ de Libourne. Ma question, c'est que vous l'avez dit, docteur Comon, c'est que quand on prend soin des gens, il faut prendre soin de soi. Et donc, je me demandais si à la Maison des Las et au Cassis, peut-être plus généralement, il y avait des supervisions d'équipe ou qu'est-ce que vous mettiez en place pour protéger aussi l'équipe, des stratégies, etc. Merci. Alors, à la Maison des Las, il y a plein de choses pour protéger l'équipe et pour soutenir l'équipe. On a déjà, petite structure, une très bonne interconnaissance, des réunions toutes les semaines, donc on peut tirer la sonnette d'alarme, on se voit toutes les semaines, et ça, c'est super important. On a de l'analyse de pratique, donc une fois par mois, avec une thérapeute qui nous suit depuis plusieurs années, enfin, voilà, 2 ans. On a changé, mais là, on fait un très, très bon travail. Et puis on prend des temps ensemble et de réflexion, de modélisation de notre travail. On a expérimenté au tout début, à l'ouverture de la Maison des Las, toutes les pratiques, et ça c'est super. Donc on a notre psychologue danseuse qui nous a fait danser, proposer de l'expression corporelle, on a fait plein de choses. Quand Réjeanne, notre collègue qui est partie s'habiller pour la suite de la matinale, du spectacle. Je suis en train de spoiler. Heureusement qu'elle est habillée. Je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Qui nous fait participer aux ateliers, c'est-à-dire que quand elle propose des ateliers de socio-esthétique avec des femmes, nous on vient, on s'incruste et puis on fait les ateliers avec les femmes parce que c'est chouette, elle nous donne toujours des petits conseils. Donc ça, c'est des moments où on prend soin de nous aussi, ensemble, et on partage des moments comme ça, agréables et qui font du bien. Et puis on est hyper vigilantes aussi les unes avec les autres. On se connaît bien, on s'observe, parfois on a besoin de se confier, on propose aussi du retraitement au cas par cas dans l'équipe quand il y a besoin, parce qu'on sait que le plus vite, ça sera pris en charge quand on est réactivé, enfin pas réactivé, quand on est en tout cas en risque de trauma vicariant. En tant que professionnel, c'est hyper important de s'y prendre très très vite, et donc entre nous, on peut se proposer du retraitement rapidement. Et puis on a aussi
ben voilà, une super directrice, un super encadrement qui permet de se sentir... Non, mais porter, vraiment, quoi. C'est hyper important. On a eu une vacance de direction pendant des mois. Et ben, on n'avait pas... voilà, c'est super important d'avoir à chaque niveau un cadre qui nous permet de se sentir en sécurité pour travailler. Et je pense que les patientes le ressentent et elles nous le renvoient. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand investissement personnel aussi, hein, parce que il y a notre temps de travail et tout le temps qu'on prend pour nous, entre nous, ça prend vraiment. C'est assez énorme. Mon mari vous le dirait que je suis beaucoup dehors en train de faire des intervisions en train de faire des intervisions, des supervisions, du retraitement avec les collègues. Et ça, je pense que c'est aussi une force de la maison d'Ella. Et c'est ultra nécessaire, je pense, quand on travaille sur ce genre de sujet, d'avoir ce temps d'équipe. Alors nous, on l'a aussi au sein de la structure et en dehors, parce qu'on s'entend toutes très bien, mais c'est vrai que c'est idéal de l'avoir dans la structure. Mais vous imaginez bien que c'est pas possible d'avoir une supervision, des intervisions régulières, une supervision individuelle, tout pris en charge par l'employeur, c'est pas possible. Moi, j'avais une question pour ceux qui travaillent en équipe, ou même d'ailleurs pas ceux qui travaillent en équipe. C'est la question de la durée de l'accompagnement et de savoir, que ce soit la maison d'Ella ou le centre de ressources psychotraumatisme, combien vous suivez à peu près de personnes. Parce que ça met du temps. Enfin voilà, c'est sur la question de l'accompagnement. Maïté, est-ce que tu veux... J'ai un trou sur et je vous prie de m'en excuser, sur les effectifs qui ont été la file active actuelle du CRP. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux... Alors, il y a plusieurs choses. Combien de personnes prises en charge? Là, il faut que je regarde. La durée de prise en charge, elle est très variable en fait. Parce qu'elle est variable en fonction de chaque personne. On a choisi, au CRP en tout cas, de ne pas protocoliser le suivi avec un nombre de semaines ou un nombre de séances. Donc il y a des personnes qui nécessitent une phase de stabilisation qui est un peu plus grande. Après la phase de retraitement, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même bien plus souvent des troubles de stress post-traumatique simples complexes que simples qui nous arrivent, et donc ça augmente la nécessité du nombre de séances, donc ça prolonge les suivis, et donc le pendant, c'est évidemment que ça prolonge la file d'attente. Tout à l'heure, je pense que Paloma Hernandez a été très sympa avec nous en disant que les centres de prise en charge, c'était 8 mois d'attente. Actuellement, on n'en est pas là. On est bien au-delà pour une prise en charge psychothérapeutique individuelle, ce qui n'est pas le cas de l'attente pour l'évaluation, mais pour une prise en soin en EMDR, on est bien au-delà de l'année, en fait, d'attente. Donc, la nécessité, c'est, je pense, pour pouvoir fonctionner aussi avec soi-même et continuer à trouver du sens à ce qu'on fait, c'est essayer de gérer ce conflit interne entre la charge du nombre de gens qui attendent, avec des attentes fortes, la qualité de ce que moi je peux proposer en tant que thérapeute, c'est-à-dire où est-ce que je vais m'arrêter. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire ce qui est le plus grave, et puis après je vais transférer la prise en charge, parce qu'il faut aussi que je puisse prendre quelqu'un d'autre derrière. Donc ça veut dire qu'il y a des objectifs thérapeutiques à établir au début. Peut-être l'adaptation de mes outils thérapeutiques, c'est-à-dire qu'au début je suis formée TCC, donc un TSPT complexe, c'est un an et demi de prise en charge en vrai. Après je me suis formée EMDR, c'est beaucoup, c'est long, et puis du coup je me suis formée Brunet, parce que on gère des objectifs différents en se disant je vais travailler des cibles thérapeutiques et je ne travaillerai peut-être pas l'ensemble. Donc, c'est une espèce de balance. C'est pas entièrement satisfaisant parce qu'on aimerait pouvoir aider les gens sur la totalité des difficultés présentées. Je pense que c'est une approche un peu, médicale, de je soulage, je permets de traiter le diagnostic principal, je fais en sorte de gérer les comorbidités aussi pour orienter vers les partenaires de prise en soins, parce que c'est une personne sur deux qui souffre d'une dépression, c'est une personne sur deux qui souffre d'addiction. Et après,
Je m'interroge et j'essaie de réguler avec les collègues pour voir si ça me convient toujours. Mais je trouve que pour l'instant, en tout cas, j'arrive à bosser comme ça. Ah oui, si. Et je pense que vous le faites aussi à la Maison des Las, c'est les groupes de prise en charge. Oui, beaucoup. Voilà. Nous, on a développé ça parce qu'on s'est dit, on n'y arrive plus en fait à faire de la prise en charge que individuelle, et on se trouvait dans une impasse en fait personnelle, et on s'est dit, ok, on va faire du groupe pour essayer de développer des prises en soins qui permettent une approche différente. Et ça a prouvé son efficacité vraiment. Hein. C'est vraiment très très riche. Et docteur, vous avez raison, on est exactement sur les mêmes constats sur la Maison des Las, c'est-à-dire énormément de demandes, des prises en charge longues aussi, c'est-à-dire la Maison des Las c'est récente, 2019 c'était pas beaucoup. Au départ on accueillait les premières années et on a été financé pour accueillir à peu près 200 femmes. On était à 507 femmes accueillies à moyen constant du coup en 2024, voire quelques baisses de financement au passage. Mais donc on a plus que doublé le nombre de femmes. Jusqu'à présent, sur la Maison des Las, on se disait qu'on arrivait, par rapport à d'autres partenaires, peut-être à accueillir un peu. Enfin, on accueille rapidement dès qu'on est contacté. On accueille, on reçoit. Par contre, comme vous dites, une prise en charge après individuelle, on l'arrive à le faire très rapidement au début. Maintenant, les 8 mois de délai qu'évoquait Paloma, c'est les nôtres en fait, maintenant. Donc on se retrouve dans la difficulté à accueillir aujourd'hui des femmes pour leur dire « ouais, on vous croit, c'est important, il y a besoin de faire quelque chose, on a des idées, on va en parler en staff, mais revenez nous voir en 2026 ». Donc c'est vrai que là, quand vous parlez aussi de la souffrance des professionnels, c'est extrêmement difficile à apporter. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'importance de réinventer. Qu'est-ce qu'on propose, comment ? Ok, peut-être que c'est de super qualité, c'est vachement bien et c'est du cousu humain, mais comment on fait pour répondre le besoin aussi à toutes ces personnes ? Donc comment on fait ? Comment on s'organise à plusieurs pour arriver à relever ces défis ? En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation, l'éclairage sur vos pratiques, la pertinence de vos pratiques. On aurait ça aurait pu durer super plus longtemps. Voilà, on a expérimenté la psychomotricité à la Maison des Las il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, on pourrait échanger bien plus longtemps, mais on est obligé de passer très